Bon, on va commencer en fait sur la question de la Colombie. En fait, bon, comme peut-être on vous a dit, j'ai passé en fait un an là-bas pour études, mais en même temps, bon, je me suis greffé aussi à plusieurs mouvements là-bas, divers mouvements progressistes et bon, communistes aussi de la Colombie. Moi, ce que j'aimerais tout d'abord serait faire une espèce de présentation sur un peu l'historique de la Colombie, parce que souvent on connaît pas en fait le conflit là-bas, le conflit colombien. On connaît pas toutes les dimensions du conflit colombien et on connaît pas en fait comment est-ce que le conflit colombien peut avoir par exemple l'impact ici. Mais aussi, il y a beaucoup d'exemples en fait qu'on peut regarder qui peuvent être applicables ailleurs dans le monde sur ce qui s'est passé là-bas et sur les théories révolutionnaires aussi, parce que je crois que c'est essentiel de voir plusieurs exemples. La Colombie, en fait, est très riche en histoire à ce niveau-là et peut alimenter, en fait, beaucoup de débats sur la question de la révolution, tant la révolution armée que la révolution pacifique ou la révolution prise à travers des moyens plus électoraux. Donc, en fait, je vais commencer avec le conflit colombien, un petit historique sur le conflit colombien. Tout d'abord, en 1948, c'est une date charnière en fait. Parce que 1948, c'est une date où il y a un candidat à la présidence, qui est le candidat libéral, j'ai la misère à prononcer son nom, désolé, Jorge Eliezer Gaitan, qui est représenté d'ailleurs sur les billets de 1000 là-bas. Ça, c'est lui en fait. Jorge Eliezer Gaitan, en fait, était un homme de ce qu'on appelle caudillo en espagnol, c'est-à-dire quelqu'un de très charismatique qui réussit à attirer beaucoup de foule. L'homme en tant que tel a beaucoup. En fait, on voyait beaucoup en lui un président qui allait être élu, en fait, et qui allait faire quelques changements, peut-être pas des changements très révolutionnaires, mais par contre, des changements structurels assez importants en Colombie, qui étaient nécessaires, parce que la Colombie, en fait, a beaucoup de retard à rattraper sur la question de la modernité. La modernité, en fait, pour devenir un État moderne, c'est-à-dire avoir un gouvernement qui est capable de fonctionner de façon pacifique, un gouvernement qui est capable de fonctionner aussi à travers un suffrage qui est vraiment universel et qui est vraiment démocratique, et non par contre une espèce d'oligarchie ou d'élections, disons, semblant de simulacre de démocratie. Et il faut se rappeler aussi que la Colombie, c'est un pays qui, historiquement, a vécu beaucoup d'une oligarchie très forte, et c'est encore le cas aujourd'hui, très puissante, depuis l'indépendance. D'ailleurs, celui qui a fait, en fait, qui a travaillé à l'indépendance de la Colombie, mais en fait, qui a trahi Bolivar aussi en s'allant de son côté et en créant, en fait, un État à part, en fait, de la Grande Colombie. Qui est devenue, bon, c'est ça, indépendante. Oui, la Grande Colombie est devenue indépendante en 1810, mais quelques années plus tard, aux alentours des années 1830, la Colombie devient un pays en fait et se sépare. En fait, la Grande Colombie éclate et finit par donner la configuration qu'on voit aujourd'hui. Donc, Santander, en fait, on le voit aussi comme un des pères en fait, du Parti conservateur. Qui existe toujours aujourd'hui, c'est le parti qui a une majorité en fait au niveau législatif. Et il y a le Parti libéral aussi, donc il y a une espèce de bipartisme en fait qui est très fort là-bas et qui a toujours été très fort en fait durant l'historique de la Colombie. Et donc Gaëtan en fait donnait beaucoup d'espoir en fait de sortir de cette espèce d'oligarchie là parce que il faisait partie d'une aile du Parti libéral qui était un peu plus à gauche, qui était un peu plus si on y va en fait au niveau historique quand même. euh, il y avait quand même plusieurs éléments. La Colombie avait et est encore, même aujourd'hui, un système qu'on parle féodal. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de manques au niveau de l'industrialisation. Il y a eu beaucoup de manques, comme je vous disais, au niveau de la démocratisation de la Colombie. Et au niveau d'une certaine répartition de la richesse et de l'alternance du pouvoir. Bon, c'est assez libéral, comme je vous dis, mais c'est justement bon, la modernité en tant que telle, c'est-à-dire la modernité au sens libéral du terme. Mais quand même, cette évolution-là ne s'est même pas passée totalement en Colombie. Et d'ailleurs, beaucoup d'intellectuels colombiens
vont justement à regarder l'histoire de la Colombie, essayer de voir s'il y a eu une modernité, si la modernité s'est passée. Mais en fait, c'est assez difficile à déterminer. Il y a des éléments que oui, il y a des éléments que non. Et donc Gaëtan, en fait, arrive avec toutes ces promesses-là, mais se fait assassiner en 1948, en avril 1948. Et donc, par la suite, il y a en fait une période qu'on appelle la période du Bogotazo. C'est-à-dire, à Bogota, il y a eu d'énormes violences, mais même partout en Colombie. On parle en fait de 3000 morts en fait dans les quelques semaines, en fait dans les quelques jours qui ont suivi l'assassinat de Gaëtan. Les libéraux contre les conservateurs qui s'affrontaient directement dans les rues. Il y a même des charniers en fait. D'ailleurs, je vivais à côté d'un ancien charnier du cimetière central de la ville où on est en train actuellement de faire des fouilles archéologiques pour trouver des ossements. Et peut-être même les identifier de gens qui sont morts en fait à cette époque-là. On a même fait sur le dessus de ces charniers-là un parc qu'on appelait le parc de la Renaissance. Et donc, c'est assez drôle de marcher dans un parc en sachant qu'en dessous, il y a à peu près des milliers de personnes qui vont être enterrées. Mais cet événement-là, il y a un impact très fort. Parce que c'est l'événement, en fait, qui fait en sorte que cette oligarchie-là et la population vont arriver à des extrêmes. Et donc, vous avez une oligarchie qui conserve tout le pouvoir, en fait, et qui a pris le pouvoir carrément par la force en faisant assassiner Gaëtan. Et d'un autre côté, vous avez la population qui refuse, qui avait tellement cru en cette modernité-là, qui avait tellement cru en ces promesses-là. Et d'ailleurs, dans les campagnes, c'est encore pire parce que l'oligarchie cherche à prendre le contrôle des terres sur les paysans. Parce que si on regarde les pays qui sont fortement oligarchiques, il y a ce qu'on appelle les haciendas, les latifundistas, qui sont des propriétaires terriens qui possèdent des immenses terrains, mais immenses et qui sont tellement immenses que disons que ça profite à bien plus que leur famille. Ce qui fait que il y a souvent un très faible pourcentage qui va posséder la quasi-totalité des terres. Ce qui s'est passé, c'est que les paysans se faisaient chasser de leurs terres, même par l'armée, donc par le gouvernement. Et ils décident à un moment donné, voyant que le pouvoir était rendu corrompu, c'était une histoire de corruption quand même assez généralisée, ils décident de former ce qu'on appelle les milices libérales. Les milices libérales, en fait, c'était des milices d'autodéfense qui étaient destinées à protéger ces terres-là. Mais avec le temps, ces milices-là et avec aussi les événements qui se sont passés à Cuba l'espèce de fièvre révolutionnaire qu'il y a eu depuis ce temps-là, en 1965, on assiste à la création des parcs, des forces armées révolutionnaires de Colombie. Disons que c'est dans cette espèce de vague des années 60. Il y a aussi une autre organisation qui est l'ELN, l'Ejército de Liberación Nacional, l'Armée de Libération Nationale, l'EPL aussi. Ce sont des organisations comme par exemple Camilo Torres, qui a été un curé de la théologie de la libération à l'Université nationale, qui lui va même aller prendre les armes pour l'ELN. Il va être tué très peu après parce qu'il n'y avait aucune expérience au niveau militaire. Mais sa mort, il va être traité en martyr, et aujourd'hui encore, il y a des gens qui le traitent en martyr pour cette cause-là. Donc, avec tout ça, avec la création des FARC, avec la création de l'ELN, il y a une espèce d'étape qui est franchie, c'est-à-dire on ne cherche plus seulement à se protéger, on cherche même à conquérir des territoires et à vouloir prendre le pouvoir par la force, un peu comme ce qui s'était passé à Cuba. Ces milices-là vont trouver quand même beaucoup d'appui pour une chose, c'est que pendant les années 50, il va y avoir une certaine dictature, celle de Rojas Pinilla. Une dictature qui va être quand même assez répressive, bien qu'elle va être courte. Mais ensuite, à partir de 58, quand cette dictature-là tombe, ce qui va arriver, c'est qu'il y a le Parti libéral et le Parti conservateur, qui sont les deux partis hégémoniques,